Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au site numéro 131, nous sommes le 9 mars, hier c'était la fête des femmes, donc Ouais. bonne fête avec une journée de retard quand même. Merci, c'est une fête très importante ici, comme partout dans le monde russe d'ailleurs. D'accord. Tu nous en parleras un petit peu si tu veux, dès qu'on aura un peu de temps à la Oui, fin du bah site. c'est une fête qui est beaucoup plus fêtée en Russie et dans le monde russe en général, où voilà, les hommes offrent généralement des fleurs, etc., plein d'images, etc. C'est un peu voilà, on a la journée du défenseur de la patrie le 23 février, qui est entre guillemets la journée des hommes, on va dire ça comme ça, et on a donc le 8 mars qui est la journée de la femme. D'ailleurs là, on a fait une mission humanitaire ce matin à Dokuchaïevsk, on a apporté de l'aide humanitaire à des personnes âgées. Y compris donc quatre femmes, 4 babouchkas, 4 petites grand-mères, et on leur a apporté des fleurs, en plus de l'aide humanitaire, pour voilà, célébrer le 8 mars. Donc c'est une fête qui a très très vite été importante dans l'Union soviétique, et c'est resté en Russie comme vraiment un jour très important. Vraiment, en gros, les hommes sont vraiment aux petits soins pour leurs femmes ce jour-là. Alors on passe cette page touchante pour Ouais. aborder malheureusement un bilan de la semaine qui inquiète, puisque c'est de nouveau en augmentation Ouais. au niveau des violations des cessez-le-feu et des bombardements, et puis surtout au niveau de la trêve qui n'a pas duré plus que 4 minutes. Oh bah, là, on a battu vraiment tous les records, parce qu'on a une nouvelle trêve qui est entrée en vigueur, donc justement le 8 mars. Ça a été d'ailleurs assez épique pour la mettre en œuvre, je vais revenir dessus après. Et elle a tenu encore moins que toutes les autres. Là, on a battu un record, mais dans le sens négatif du terme, je vais y revenir aussi. En tout cas, du 2 au 8 mars, justement, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 127 reprises, donc on est de nouveau effectivement en hausse par rapport à la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 379 obus de mortier de 120 et 82 mm, et si on rajoute toutes les munitions de calibre inférieur, donc véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, lance-grenades, armes légères, on arrive à un total de 1465 munitions, donc 80% de plus que la semaine dernière. Oh, rien que ça. On est presque un doublement, là, quand même. Ouais. Des tirs qui ont touché 23 localités de la République. Il faut y rajouter 10 violations et 91 munitions, dont 57 obus de mortier de 120 mm, 5 obus de mortier de 120 mm, qui ont été tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, alors que, donc, je rappelle, une nouvelle trêve est en vigueur depuis le 8 mars à 1h01 du matin, heure de Moscou. Je pense que, ouais, là, on a battu tous les records. Déjà, en termes de temps que la trêve est restée en vigueur, et nombre de violations dès le premier jour de la nouvelle trêve. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça une trêve maintenant, d'ailleurs? Ah, mais c'est vraiment... je vais revenir dessus après. En tout cas, le bilan est à l'avenant, puisque cette semaine, suite au tir de l'armée ukrainienne, on a eu un civil qui a été tué, je vais revenir dessus. 2 soldats de l'RPD aussi ont été tués, un autre a été blessé. On a eu 35 bâtiments, dont beaucoup d'habitations endommagées. On a aussi des infrastructures civiles, ils sont tout frappés. Station de pompage de Vassilievka, ligne électrique, Réseau de gaz. Tout y est passé. Franchement, à Sakhanka, ils ont tiré sur ce qui était anciennement une espèce de salle des fêtes qui était à côté de l'école et de la maternelle. Heureusement, elle est plus utilisée, mais à quelques mètres près, ça tombait sur l'école ou sur la maternelle, quoi. Ouais. Bon. Donc, comme je disais, la station de pompage de Vassilievka a de nouveau eu droit à plusieurs tirs durant la semaine, encore aujourd'hui d'ailleurs. Encore aujourd'hui, ils ont tiré dessus à coups de missiles anti-chars guidés et de roquettes anti-chars, défonçant une partie du mur d'enceinte en béton de la station. Ouais, rien que ça. Je rappelle que cette station de pompage alimente en eau 1,5 million de personnes des deux côtés de la ligne de front. Que tirer dessus est un crime de guerre.
et que ça montre que les soldats ukrainiens en ont rien à foutre de priver la population qui est de leur côté de la ligne de front d'eau potable. Voilà, c'est des soi-disant libérateurs. Je vous laisse apprécier le grand respect que ces libérateurs ont pour la population qui vient soi-disant libérer. Et soutenu passivement par Macron, par son silence. Oh, c'est même plus que passivement à ce stade-là. En tout cas, les pertes côté ukrainien sont assez catastrophiques pour cette semaine, puisqu'ils auraient quand même déjà 18 tués et 36 blessés, dont 3 tués et 4 blessés suite à des tirs de réponse de la RPD pour dézinguer des positions de tir de l'armée ukrainienne. On a eu 3 morts, enfin ils ont eu 3 morts et 5 tués qui eux sont dus à un conflit entre soldats de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes et un bataillon néo-nazi pour un morceau de territoire permettant de surveiller les circuits de contrebande. Oh, c'est merveilleux. Là vraiment, l'Ukraine démocratique, c'est une merveille. Hein. C'est vraiment... Mafialand, c'est magnifique. Puis le reste, ça va entre les fois où ils roulent sur des mines, l'alcool, les fois où ils se tirent dessus les uns les autres parce que t'as un officier qui fait des crasses assez subordonnées puis il lui tire dessus, enfin des trucs comme ça, enfin tu vois le bordel. En tout cas, je pense pas que la situation va s'améliorer quand on regarde les rapports de l'OSCE concernant la présence d'armes lourdes près de la ligne de front côté ukrainien en violation des accords de Minsk, puisque cette semaine ils ont enregistré, il y a beaucoup moins que l'autre fois, 60 pièces d'armement lourd, donc c'est beaucoup moins que la semaine dernière, mais enfin ça reste toujours 62 trop. Donc 4 obusiers tractés MST-AB de 152 mm, 24 chars d'assaut T-64, 7 obusiers automoteurs Gvozdyka de 122 mm, 14 obusiers T-30 de 122 mm et 11 mortiers automoteurs non-AS de 120 mm. Bon, je sais bien que la neige a fondu et qu'il est temps de préparer la terre pour les semis, le labour, tout ça. Mais non, je peux éviter de le faire avec ça. C'est pas très sain comme méthode. Non. Faut être un gros bœuf, hein, mais quand je dis un bœuf, c'est Maous. Maous, voilà. C'est même insultant pour les bœufs. Donc je parlais de ce civil qui a été tué. Il a été tué à Sakhanka lundi matin, quand l'armée ukrainienne en fait a ouvert le feu sur le village avec des mortiers de 120 mm. Donc je rappelle, c'est un petit village qui est dans le sud de la République populaire de Donetsk, tout près de la mer, en face de Chirokino, Mariupol, Lebedinskoye, qui est souvent bombardé. Je rappelle, c'est un village qui, tout au long de l'année dernière, c'est là où on s'est retrouvé pris sous les tirs en juin. Donc, ça vous situe un peu le truc. Ces tirs ont touché la zone résidentielle et particulièrement la rue de la Constitution de l'URSS, où 2 maisons voisines et un gazoduc ont été endommagés. C'était déjà des maisons qui avaient été touchées justement en juin. Donc dans une des maisons, en fait, on a un civil de 59 ans, Vladimir Neploui, qui a été tué. Donc ça, je vais revenir dessus. L'autre a eu toutes ses fenêtres soufflées par un obus qui est tombé dans le jardin. Donc c'était la maison où on avait réparé les fenêtres. Voilà. Donc les fenêtres qu'on avait rachetées l'année dernière sont foutues. Voilà. Fenêtre toute neuve, voilà. Bon, heureusement, les propriétaires n'étaient pas dans la maison à ce moment-là. Je vais y revenir aussi. Donc moi, je me suis rendu sur place, donc j'ai fait un reportage. On mettra le lien vers l'article où se trouve le reportage vidéo. J'encourage nos auditeurs à aller le regarder. Moi, j'ai clairement regardé avec une boussole et puis l'orientation des cratères. Bon, il n'y a pas beaucoup de doute. Hein. Ça vient des positions ukrainiennes, les Bedinskoye, plein ouest, et sud-ouest, c'est-à-dire Chirokino. Voilà. Alors, il y avait quelqu'un qui, sur Agoravox, m'avait demandé d'où je tenais l'information, parce que le premier article que j'ai fait avant de me rendre sur place, je n'avais pas de source qui était mentionnée. Tout simplement, je l'ai reçu de Lyudmila, donc la femme dont on avait changé les fenêtres l'année dernière, qui en fait, c'est elle qui m'a appelé, complètement terrorisée, après le bombardement, justement. Donc c'est elle qui m'a prévenu de ce qui s'était passé. Donc je lui ai demandé si elle allait bien. Et heureusement oui, elle m'a expliqué qu'en fait elle avait changé son planning. Donc elle et son mari et son fils ont eu énormément de chance. Parce qu'en fait normalement à cette heure-là ils sont à la maison.
Normalement, ils sont à la maison. Et vu les projectiles qui sont rentrés dans la maison, ils auraient eu... Enfin, elle et son fils, en tout cas, avaient de bonnes chances d'y rester. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son fils est parti travailler. Son mari était parti pour affaire à Novozazovsk. Et donc, elle étant toute seule, elle a changé son planning habituel. Et au lieu d'attendre pour aller nourrir les chiens et puis des poules qu'elle avait chez un voisin, un vieux monsieur qui est mort, elle a décidé d'y aller en avance. Et c'est en fait ce qui l'a sauvée. C'est en fait ce qui l'a sauvée. Donc en fait, elle a entendu depuis là-bas les tirs. Elle est rentrée chez elle, comment dire, la manière la plus sûre. Et puis, elle a découvert que sa maison et les vitres avaient été complètement soufflées. Mais bon, elle était partie ensuite chez une voisine parce que ça recommençait à tirer. Et c'est en fait quand elle est ressortie la deuxième fois que elle a vu que la maison de son voisin avait été touchée. Elle a essayé de l'appeler, ça répondait pas. Et donc finalement, elle s'est rendue sur place avec la voisine et son fils. Et puis ils ont appelé le voisin. Et puis la voisine dit écoute, Vladimir est là. Et il était en fait dans l'entrée. Donc l'obus avait frappé la porte du corridor d'entrée, elle est complètement défoncée, il n'y avait eu aucune chance de s'en sortir, et elle l'a trouvée là en train de baigner dans son sang, quoi. Donc ça a été une vision d'horreur pour elle. Donc quand elle m'a appelé, elle était complètement effondrée, quoi. Donc c'était ça l'a vraiment marqué. Là elle est tellement terrifiée qu'elle dort plus chez elle, quoi. Donc elle dort chez des voisins. Donc moi je suis arrivée le lendemain matin, donc je suis arrivée début d'après-midi, juste après les funérailles du voisin Vladimir. Et donc moi après je suis allée filmer sur place, j'ai fait mon reportage, c'est Ludmila qui a expliqué tout ce qui s'était passé. Mais bon, elle a été vraiment très clairement marquée, et je pense que... elle était bouleversée dans le reportage vidéo que tu as fait. Il y a de quoi, je veux dire, tu découvres ton voisin avec la tête défoncée par un obus, en train de baigner dans son sang, allongé par terre, enfin, c'est une vision d'horreur. C'est une vision d'horreur, je veux dire, même si ça fait 5 ans qu'on vit en état de guerre, c'est une vision d'horreur. Quand tu vois des trucs comme ça, c'est très dur, en tant que civil, je veux dire... ça je peux le comprendre. Je veux dire, quand j'ai vu mon premier mort ici, c'était une femme qui avait été tuée lors de l'escalade de début 2017. C'est pareil, elle avait la tête complètement défoncée par un obus donc dans la cour d'un hôpital de Makeyevka, du nord de Makeyevka. Ça donne des cauchemars pendant quelques jours quand même. Hein. Ouais, oui. Voilà, quoi. C'est clair que du point de vue de Ludmila, d'ailleurs les gens pourront le voir dans l'interview, elle a des mots très très durs pour les soldats ukrainiens. Pour elle, c'est des assassins, c'est même pas des êtres humains. Elle m'a dit en privé, pour moi ces gens-là, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience, c'est pas des êtres humains, c'est des assassins. Donc ça en dit long. Et donc comme je le disais, en plus de sa maison et celle du voisin, donc il y a eu des obus qui ont aussi touché donc ce bâtiment juste à côté, vraiment à quelques mètres de la maternelle et de l'école. Il tirait un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, il touchait l'un ou l'autre, quoi. À 11h du matin, en pleine semaine. Ouais, ça aurait fait un massacre, c'est clair. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Là, de nouveau, d'ailleurs, le village est privé d'électricité. Déjà, hier ou avant-hier, ils avaient touché un transformateur à communautaire nouveau, privant tous les villages de la zone d'électricité. Là, ça recommence. Donc, d'accord. C'est super, quoi. Non, mais c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est l'accord de Minsk, convention de Genève, tout ça. Silence de l'Allemagne et de la France. Oui, les garants des accords de Minsk. Toujours aux abonnés absents. C'est ça. Donc cette fameuse trêve, donc nos auditeurs se souviendront que suite à la dernière réunion des groupes de contact à Minsk, qui avait été un échec total, il était prévu de faire une vidéoconférence pour justement mettre au point la date de cette trêve de printemps que Kiev essayait de repousser jusqu'au calendrier grec, jusqu'à Pâques, parce qu'on est à peu près au même. Donc suite à ce magnifique sabotage des discussions lors de
ce groupe de contact le 27 février. Je rappelle qu'aucune date n'avait été fixée pour cette trêve. Bon, l'OSCE avait insisté là-dessus, ils ont fait leur boulot, les coordinateurs de l'OSCE. Déjà, ils avaient, rappelé à l'ordre les représentants ukrainiens qui se permettaient de tenir des propos offensants ou de raconter de la merde. Donc franchement, je félicite ces deux coordinateurs de l'OSCE, et puis je félicite le fait qu'ils ont insisté et obtenu donc, la tenue de cette vidéoconférence qui a eu lieu le 7 mars. Donc ça a eu lieu vraiment la veille de la mise en œuvre de cette nouvelle trêve. Ça c'était vraiment été ric-rac, quoi, tu vois, pour la mettre en œuvre. En plus, elle a bien failli finir comme la réunion des groupes de contact à Minsk. Ouais. Ça a été un sabotage tout du long. Alors pour te dire, la réunion a duré 7 heures. 7 heures de vidéoconférence. À un moment, il y a eu une pause, et résultat, un certain nombre de médias ont commencé à s'affoler en mode la réunion s'est terminée, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé. Le ministère des Affaires étrangères de la RPD a dû dire non, mais c'est juste une pause technique, en gros, on fait une pause pipi et puis on reprend, quoi, tu vois. Parce que il n'y a que Macron qui arrive à faire des speeches de 7 heures sans s'arrêter pour pisser ni boire. Les gens normaux, ils ont besoin d'un moment de faire une petite pause quand même. Mais bon, la longueur quand même incroyable de cette réunion a bien montré que Kiev avait absolument pas envie de signer une nouvelle trêve, qui a quand même été obtenue de nouveau grâce à l'insistance et à la persévérance de l'OSCE. Donc je les félicite, bravo, vous avez fait votre boulot pour une fois. Donc quand ils font de la merde, je le dis, quand ils font des trucs bien, je le dis aussi. Ils doivent faire partie du groupe de personnes qui doivent rager de cette violation caractérisée de cette trêve, parce que passer 7 heures à discuter, à trouver une date, à trouver une heure, et puis finalement à fixer cette truc, donc au 8 mars à 1h01 heure de Moscou, donc minuit 01 heure de Kiev, elle a duré 4 minutes. 7 heures de discussion pour une trêve qui a duré 4 minutes. Alors, déjà que la réunion montrait clairement que les autorités ukrainiennes voulaient ni appliquer les accords de Minsk, ni appliquer tout ce qu'elles ont signé auparavant. Parce que là, 2 réunions, dont une vidéoconférence de 7 heures pour arriver à instaurer un nouveau cessez-le-feu, ça montre clairement que Kiev n'en voulait absolument pas. Ce qui pose quand même pas mal de questions, parce qu'auparavant, ça n'a jamais été aussi difficile de mettre en œuvre un cessez-le-feu depuis la signature de Minsk 2. Mais alors là, 4 minutes, c'est le record absolu de temps minimum avant la première violation. On a battu tous les records. Ce qui montre bien que Kiev veut, pour moi, relancer la guerre dans le Donbass pour des buts électoralistes pour Poroshenko. Ça, pour moi, c'est évident. Ça se reflète dans l'augmentation du nombre de bombardements, mais surtout l'augmentation du nombre de bombardements contre les infrastructures et les habitations civiles, parce que le but de ces provocations sanglantes, c'est de pousser les soldats de la RPD à répondre. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir justifier une relance de la guerre en provoquant en fait une réponse de la part de la RPD, et puis dire ensuite « Ah ben vous voyez, ils nous attaquent ». C'est le process à petite échelle de ce qui était en train de se passer depuis des années entre les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire que les Américains essayent de provoquer les Russes pour que ce soit les Russes qui répondent en disant « Ah ouais, ils nous ont attaqués ». Ils nous ont attaqués, voilà. Donc, là, vraiment, quand tu vois donc, 2 réunions, dont une vidéoconférence de 7 heures pour au final violer la trêve au bout de 4 minutes, s'il vous faut plus de preuves que l'Ukraine ne veut absolument pas la paix dans le Donbass, je sais pas ce qu'il vous faut. Là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je veux dire, là, c'est un record déplorable. Aussi bien en termes de longueur de réunion et de nombre de réunions nécessaires pour arriver à mettre en œuvre, mais le record absolu, 4 minutes. 4 minutes. Allô. Le truc est entré en vigueur à 1h01. La première violation du cessez-le-feu a eu lieu à 1h05. Voilà.
Puis ils n'ont pas fait ça à moitié. Tu vois, d'habitude, quand ils recommencent à violer cessez-le-feu, au début, ils commencent en mode un peu timide, tu vois, un petit peu genre, allez, de la mitrailleuse lourde ou des trucs comme ça. Non, 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 non. Là, ils ont fait ça tout de suite avec du gros calibre, avec 6 obus de mortier de 120 mm sur le village d'Alexandrovka. Oh. Voilà. Pas faire ça à moitié. Et puis 1h30 plus tard, ils ont balancé 2 obus de mortier de 82 mm sur le centre Volvo à Donetsk, à côté de l'aéroport. Après, c'est resté relativement calme jusqu'au petit matin. Puis là, ils ont repris contre Kolikovo, Dokuchaïevsk, Yassinovataya et Kominternovo. Donc là, plutôt, effectivement, avec de la mitrailleuse lourde, un peu de lance-roquettes, des choses comme ça, quoi. C'est magnifique. Ah oui, non, c'est... C'est superbe. Moi, quand j'ai écrit mon article hier, fin d'après-midi, on en était déjà à 6 violations du cessez-le-feu. Avec donc ces 6 obus de mortier de 120, 2 obus de mortier de 82, 10 munitions de véhicules de combat d'infanterie, 3 roquettes anti-chars, plus les tirs de sniper, d'armes légères, mitrailleuses lourdes, etc. C'est bien, c'est premier jour de trêve, tout va bien. Tout va bien. Non, mais là, je vous dis, s'il vous faut plus de preuves que l'Ukraine ne veut absolument pas la peine ni respecter les accords de Minsk qu'elle a quand même signés, je pense que cette trêve de printemps l'a apporté, là, quand même. Il n'y a pas d'équivoque. Hein, je veux dire, pour moi, clairement, l'Ukraine a accepté parce qu'elle était mise sous pression par l'OSCE. Car je pense que l'Occident a vraiment foutu la pression sur Kiev pour éviter de montrer médiatiquement au monde entier que Kiev ne veut pas respecter ce qu'elle a signé. Parce que là, si Kiev avait de nouveau refusé ce cessez-le-feu, là, la Russie pouvait dire qu'est-ce que vous nous faites chier avec les accords de Minsk? C'est ça. Regardez, l'Ukraine, ouvertement, refuse de mettre en œuvre une nouvelle trêve alors qu'il y a une escalade des tensions. C'est tout. En tout cas, on voit que l'Ukraine cherche vraiment délibérément à relancer la guerre à grande échelle dans le Donbass, mais enfin, il ferait bien de se méfier de ce qu'ils demandent parce qu'ils pourraient bien l'obtenir. Et j'aimerais bien rappeler aux autorités de Kiev ce que ça leur a coûté en termes de débâcle, la guerre à grande échelle avant les accords de Minsk. Si vous avez envie de revivre des Baltsevo, il n'y a pas de problème, mais je suis pas sûr que vos soldats vont être très d'accord. Ah oui, parce que là, ce jour-là, ça a été une sacrée déculottée. Hein. Ouais, voilà. Ou Ilovaisk, ou l'aéroport de Donetsk. À force de jouer avec le feu, on finit souvent par se brûler les doigts, et Kiev ferait bien de s'en souvenir, parce que c'est pas une fois que ce sera devenu incontrôlable et qu'ils se prendront potentiellement une contre-offensive dans la gueule et que le pays va commencer à s'effondrer de partout, qu'il va falloir se réveiller. Ce serait d'ailleurs peut-être bien que la France et l'Allemagne d'ailleurs se réveillent aussi. Oui. Hein, on n'est toujours pas entendu sur ce sabotage quand même manifeste des accords dont ils sont les garants, et que il serait peut-être temps quand même qu'ils se rendent compte que l'Ukraine est en train de foncer vers le gouffre et que à force de continuer à les soutenir, ils ont de bonnes chances de partir dans le gouffre avec eux. Moi, je pense que ce serait peut-être temps de se désolidariser un petit peu de cette Ukraine somalisée, avant qu'elle entraîne ses soutiens avec elle par le fond. Ce serait pas mal. On va revenir sur l'OSCE. Alors après les avions fantômes dans le ciel de la RPD, ils se sont fait allumer par la RPL, par la République populaire de Lugansk. Résultat, ils ont dû corriger un de leurs rapports, enfin corriger. Ils ont dû faire un erratum. Je vais revenir aussi un peu là-dessus. Parce qu'en fait, donc le 28 février, la mission de l'OSCE a pondu dans son rapport qu'elle a noté la présence de plus de 20 systèmes de lance-roquettes multiples grades à l'ouest de Lugansk, donc c'est-à-dire dans la zone près de la ligne de front où ils ne sont pas censés se trouver. D'accord. Sauf que c'était pas vrai. Et que la milice populaire de l'RPL leur a dit vous pouvez arrêter de raconter des conneries, ça serait pas mal. En gros, si je résume. Ils ont quand même signalé que l'information n'était pas du tout conforme à la réalité, que le matériel désigné n'avait jamais été dans la zone indiquée. D'accord. C'est quand même énorme, parce qu'elle était complètement à l'opposé. Elle était plutôt... voilà.
Donc résultat, Andrei Marotchko, qui est le porte-parole de la milice populaire de l'RPL, a exhorté les dirigeants de la mission de l'OSCE à se pencher sur la question et à faire un démenti, parce que pour lui, de tels manquements dans un document officiel sont inadmissibles et suscitent un tollé public et politique. Résultat, la mission de l'OSCE a corrigé l'erreur, mais dans son rapport du 1er mars, je vais revenir dessus après, notant que les lance-roquettes multiples avaient été déployées à l'extérieur de Krasny Louch, c'est-à-dire en fait sur polygone, donc rien à voir avec la zone du front à l'ouest de Lugansk. Et comme l'a rappelé Marotchko, c'est pas une violation des accords de Minsk, ça. Ouais, voilà. Donc il a dit, la MSS de l'OSCE a reconnu sa grave erreur lors de la rédaction d'un rapport, et il a dit, je cite, « Nous espérons que les responsables ont été punis », à sa place, je serais pas aussi optimiste, et que de tels documents officiels ne contiendront plus de telles erreurs à l'avenir. Ça aussi, je suis pas optimiste non plus. Oui. Hein, vu le nombre de conneries qu'ils cumulent dans leur rapport, c'est quand même assez épique. Hein. Donc, comme l'a rappelé Marotchko et comme je le rappelle aussi, le déploiement des armes lourdes sur les polygones pour entraînement, c'est pas une violation des accords de Minsk. Et ça serait peut-être bien que ils apprennent définitivement, enfin qu'ils aient prendre des petits cours de géographie à la MSS de l'OSCE. Enfin, remarque avec les Ukrainiens aussi, je vais revenir dessus après. Ah oui. C'est un petit paquet pour aller prendre des cours de géographie. Ce serait pas mal, hein, parce qu'entre ceux qui voient des avions dans le ciel de l'RPD alors qu'il a plus de 10 km de la frontière, l'autre il voit des lance-roquettes à l'ouest de Lugansk alors qu'ils sont complètement de l'autre côté. Enfin bon, à un moment, c'est quand même folklorique. Et moi, ce que je trouve d'autant plus inacceptable, c'est que la faute n'a pas été corrigée dans le rapport erroné, mais dans le suivant. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Parce que, en clair, la propagande ukrainienne peut utiliser le rapport du 28 février, faire l'impasse sur le correctif qui est dans le rapport du 1er mars pour raconter de la merde. Mmh. C'est le rapport du 28 février qui aurait dû être modifié avec mention qui contenait une erreur qui a été corrigée. Ça, pour moi, c'est un problème de procédure grave au niveau de l'OSCE. Oui. Parce que n'importe qui tombe en cherchant par Google, qui tombe sur le site de l'OSCE, et qui tombe sur ce rapport du 28 février, s'il ne sait pas qu'il y a un correctif le 1er mars, il prend l'info du 28 février comme étant juste. Ouais, au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Ça pour moi, c'est monumental. C'est une honte. Je suis désolé, ça devrait pas. Hein. On est à l'heure d'Internet, quand même modifier une page en mettant avec un erratum, en disant voilà, on avait indiqué ça, mais c'était faux, en fait, le truc était là. Je veux dire, ça prend 3 minutes, quoi. Je veux dire, faut arrêter. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, si on regarde la situation en Ukraine avec les fameuses élections qui nous valent ce bordel sur la ligne de front depuis plusieurs semaines, ça promet d'être musclé en Ukraine aussi. Et grâce au fait que les fameux escadrons nationaux sont observateurs de ces élections. Vous savez, le petit groupuscule néo-nazi là, dont on avait parlé il y a quelques semaines en arrière. Alors que les pays occidentaux donnent des leçons au Venezuela, qui aurait soi-disant pas élu légitimement Maduro. Maduro, voilà. Donc on avait parlé fin janvier du fait que la commission électorale centrale ukrainienne avait autorisé cette organisation néo-nazie à être observateur des élections, des délirants. J'avais dit que ça allait représenter un risque pour les gens qui allaient voter. Ouais. Ça n'a pas loupé, tu as encore raison. J'en ai marre d'avoir raison, j'en ai marre. Je dois changer de prénom pour Cassandre. Parce qu'en fait, donc le chef de cette charmante organisation néo-nazie, donc je rappelle l'ex-chef du régiment Azov, ce cher Igor Mikhailenko, a déclaré sur Telegram à propos des élections que si les forces de l'ordre sont incapables d'empêcher des fraudes électorales, eux s'en chargeront par la force. Vous avez compris, si besoin. Ils ont dit si nous devons frapper quelqu'un au nom de la justice, nous le ferons sans hésitation. Oui, et puis comme on sait qu'ils considèrent la justice, c'est un terme très élastique dans leur définition. Ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça a été confirmé par le porte-parole de l'organisation, Igor Vdovin, qui a expliqué qu'ils le feront si les forces de l'ordre ferment les yeux sur des violations flagrantes et refusent de les enregistrer. Petit problème, c'est qu'est-ce qu'une organisation néo-nazie comprend par le mot fraude? Est-ce que c'est la même chose que nous? Ou est-ce que ils vont frapper les gens qui votent pas comme il faut? Non, parce que je sens gros comme une maison qu'ils en sont capables quand même. Voilà.
Cette question a semble-t-il un petit peu affolé la commission électorale ukrainienne qui s'est fendue d'un post sur Facebook pour dire que c'est pas acceptable, qu'elle va faire appel au service de sécurité ukrainien, donc le SBU, pour vérifier si la menace est avérée, et elle a rappelé que les observateurs doivent respecter la loi. J'ai le droit de rigoler un grand coup là? Ah oui, tu peux, je crois que... Non, vraiment, là. Voilà. Mais pour l'instant, ils envisagent toujours pas de leur retirer l'accréditation en tant qu'organisation d'observateurs des élections. Allô? Allô, Houston, on a un problème. Je veux dire, là, et même Allô Paris, Allô Berlin, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Ouais, surtout Berlin, parce qu'en plus, pendant ce temps, je rappelle quand même que les observateurs de 13 pays ont été refusés par l'Ukraine, dont la Russie et l'Allemagne, parce que les députés, entre autres des députés de Die Linke, étaient soupçonnés de sympathie pour la Russie. Oui. Voilà, on n'a pas la liste complète des pays refusés, je pense que ça va finir par sortir dans pas longtemps, mais tu as 13 pays qui se sont fait recaler. Par contre, une organisation néo-nazie qui menace de frapper les gens s'il y a des fraudes, eux, ils ont le droit de rester. C'est fascinant. C'est le droit électoral ukrainien, ça devient... Ouais. Ça va devenir une source très intéressante d'études pour les historiens du futur. Je pense qu'ils n'ont pas fini de se péter des barres de rire quand même. Hein. Ce serait pas si grave, on pourrait qualifier ça de Benny Hill ukrainien. Ouais, c'est carrément... Non mais franchement, enfin, je veux dire, les mecs ils menacent de frapper des gens, et ces gars-là sont autorisés comme observateurs des élections. Je vous dis, ça va mal se finir ces élections. Ça va se terminer au mieux façon ring de boxe, au pire dans un bain de sang. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut redescendre sur terre, quoi. Puis, niveau journaliste, c'est pas mieux, hein, puisque on avait parlé en décembre de ce journaliste autrichien de la chaîne ORF, Christian Verschutz, qui s'était dit senti menacé en Ukraine, qui avait dit qu'il ne se sentait pas en sécurité. Donc je rappelle, c'est le chef du bureau ukrainien de cette chaîne autrichienne, de la chaîne ORF. Là, il a carrément été empêché d'entrer en Ukraine. Alors, c'est épique. J'ai hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le site rep en question, donc je rappelle qu'en décembre 2018, Christian Verschutz a déclaré craindre pour sa vie en Ukraine, avait appelé le gouvernement autrichien et les dirigeants de sa chaîne, l'ORF, à influencer les autorités de Kiev pour qu'elles cessent de faire obstruction au travail des journalistes. Il avait d'ailleurs souligné qu'on lui avait refusé à plusieurs reprises des accréditations. Et donc là, le 7 mars, l'Ukraine a carrément interdit à Christian Verschutz d'entrer dans le pays pendant 1 an. Alors, ils ont accusé Christian d'avoir franchi illégalement la frontière de l'État. Donc en fait, ils l'ont accusé d'avoir roulé sur le pont de Crimée alors qu'il ne l'a jamais fait. Qu'il aurait soi-disant justifié la réunification de la Crimée avec la Russie. C'est pas interdit vu que c'est légal. Et de faire de la propagande anti-ukrainienne. Donc ça a fait un scandale. La ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneißl, a accusé l'Ukraine de censure, a déploré les mesures prises par Kiev, les a exhortés à lever l'interdiction d'entrée. Christian Verschutz a dit d'ailleurs qu'il supposait que les dirigeants ukrainiens étaient en train de chercher une justification pour le tenir à l'écart parce que la petite couverture médiatique critique vis-à-vis de la liberté des médias, les scandales au niveau des achats d'armes dont on avait parlé la semaine dernière, cette espèce d'énorme magouille de revente de pièces détachées, Verschutz en avait parlé. Il a souligné qu'il y avait une grande nervosité en Ukraine avant l'élection présidentielle. Il a dit que malgré tout, il comptait bien couvrir l'élection du 31 mars pour le média autrichien pour lequel il travaille. Alors, résultat, suite à ce gros scandale lancé par le ministère des Affaires étrangères autrichien, l'Ukraine a changé de version, justification. Et alors, ils sont partis dans un délire complotiste. Alors, c'était digne des journalistes français à propos de l'histoire de l'ONU là, qui a lancé une enquête qui veut que la France lance une enquête sur les violences policières. Ah oui, initiée par Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili. C'est quand même une dame qui a subi de la torture sous Pinochet, donc s'y connaît un petit peu au niveau dictature. Oui.
C'est moins qu'on puisse violence dire. des forces de l'ordre, tout ça. Hein, donc, et donc sur le plateau télé de ce cher monsieur Pujadas, comment on peut appeler ça, une meute de journalistes à la solde du pouvoir français, s'était répandue dans un véritable délire complotiste où ils sont partis dans un trip, un bad trip, mêlant la France insoumise avec ce truc-là, en sous-entendant en gros que c'était téléguidé politiquement par la France insoumise, parce que Mélenchon est plutôt pro-chaviste et que donc comme Madame Bachelet aussi était plutôt pro-chaviste, etc. Enfin, à un moment, c'est parti complètement en couille. Ah ben là, l'explication du SBU pour justifier de fermer l'accès au pays à Christian Verschutt, c'est du même niveau. Ouais. Là, on n'est plus très loin des reptiliens, oui. Illuminati Terre plate. Enfin, là, on en est vraiment plus très loin. Parce que là, maintenant, c'est une version qui a été sortie par le SBU et par une députée du bloc Poroshenko, Olga Tchervakova. C'est que ils ont fait ça pour assurer sa propre sécurité, pour empêcher les services secrets russes de tenter de l'assassiner en faisant porter le chapeau à l'Ukraine. Oula. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi le rapport dans l'histoire, ils ont dit que c'était justement à cause du fait qu'en décembre, il s'était plaint qu'il craignait pour sa vie en Ukraine, et qu'ils ont dit que les services secrets russes pourraient tirer avantage de cette situation et lui faire du mal pour ensuite accuser le gouvernement ukrainien, le tout bien sûr justifié par la guerre hybride que livrerait la Russie à l'Ukraine. Alors, moi je crois que surtout certains devraient arrêter définitivement de sniffer la colle à Kiev. À Paris aussi d'ailleurs. Oui, la coke, la colle, enfin, vous arrêtez. C'est peut-être parce que Porky a changé la formulation de ses chocolats magiques. Il a peut-être mis un truc un petit peu plus costaud, hein. C'est peut-être ça. Ouais, il a dû mettre de la soude, du débouchiote, de la morora. Je sais pas ce qu'il a foutu dedans. Hein. Mais là, ça devient tellement débile que... Ah oui, ça ronge les neurones, ça, hein, c'est clair. Là, c'est pas possible. Non, c'est les services secrets russes qui iraient s'en prendre à Christian Verschutt. Pour quelle raison? Pour faire porter le chapeau à l'Ukraine. Mais il n'y a pas besoin de monter des trucs comme ça. Hein. Les groupes néo-nazis ukrainiens et les autorités ukrainiennes se sabordent très bien tout seuls. On rappelle cette histoire de faux assassinat d'un journaliste ukrainien qui s'est révélé 2 jours après parfaitement vivant. Hein. Voilà, Babchenko, qui était tout ce qu'il y a de plus vivant et qui l'est toujours. Je veux dire, ils n'ont pas eu besoin de la Russie pour ça. Hein. Ils sont démerdés tout seuls comme des grands. Ils se débrouillent très bien comme des grands pour se foutre diplomatiquement à dos l'Autriche en empêchant Verschutt de travailler correctement. Ils l'ont clairement mis la pression, ils l'avaient menacé déjà fin 2018. Je rappelle qu'ils ont mis plusieurs journalistes en prison. Je rappelle que Wyszynski est toujours en tôle pour avoir fait son travail. Il est accusé de haute trahison. Haute trahison. Dans quel pays démocratique un journaliste est foutu en tôle pour haute trahison pour avoir fait son travail? Allô? C'est pas la Russie qui a mis Wyszynski en prison, c'est l'Ukraine. Donc je veux dire, la Russie, elle a pas besoin de tuer Verschutt. Contre qui elle a rien d'ailleurs à reprocher pour faire porter le chapeau à l'Ukraine. Enfin, je veux dire, l'Ukraine s'est démerdée toute seule pour assassiner Oles Bouzina. Je veux dire, c'est des groupuscules néo-nazis qui ont assassiné Oles Bouzina avec la grande complicité de la justice ukrainienne qui n'a jamais poursuivi ces gens-là. Je veux dire, ils ont assassiné plus d'une 40aine de personnes à Odessa. Il n'y en a pas un qui a été foutu en tôle pour ça. Pavel Cheremet, qui a été assassiné à Kiev, il n'y a toujours rien non plus. Je veux dire, faut arrêter. Hein. Non, mais les délires... reptilo, Illuminati, cosmique, non, là, faut arrêter, là. Là, faut arrêter. Non, d'abord, ils l'accusent, en fait, en gros, de ce qu'ils accusent des journalistes comme moi, qui nous retrouvons sur le site Miroir de Vorez, pour les mêmes chefs d'accusation, franchissement illégal de la frontière, propagande anti-ukrainienne, etc. Et puis quand ils se prennent une tôle, parce que le ministère des Affaires étrangères autrichien, lui, se bouge beaucoup plus que la France ou l'Allemagne,
Petite crotte de comme ça en passant. Je veux dire, là d'un seul coup, ça devient non, mais c'est pour assurer sa propre sécurité. Hein, des fois que les services secrets russes voudraient l'assassiner pour nous faire porter le chapeau. Non, les services secrets russes, ils n'ont pas besoin de ça. Vous torpillez très bien tout seul d'un point de vue réputation. Ils n'ont rien à faire, les services secrets russes. Puis je vois pas pourquoi ils iraient assassiner M. Verschutt. Là, faut arrêter les conneries. Donc, ça serait bien que vous arrêtiez de sniffer des substances illégales, que vous arrêtiez de bouffer les chocolats magiques de Poroshenko, que vous arrêtiez l'alcool aussi, parce que ça se trouve, vous picolez peut-être l'alcool frelaté. Je sais pas, vous picolez de l'éther. Je sais pas ce que vous foutez, mais là, c'est pas possible. Non. Là, je vous dis, j'ai hésité à le mettre dans la section d'après. Hein. Parce que la section d'après, elle est gratinée, elle aussi.